Amis de TV Liberté, bonjour. Petite équipe cinéma aujourd'hui pour la revue de la semaine des dernières sorties et des bons films à voir ou à éviter. Et je suis avec Frédéric qui a vu un bon film, je crois, chino-franco-japonais. Voilà, oui, qui s'appelle Les Éternels, avec un sous-titre. On ne vous demande pas le titre en japonais. Non, mais le titre est aussi en anglais, Ash is pure white. La cendre est chimiquement pure, chimiquement blanche. Oui, donc tu veux que j'en parle maintenant? Allons-y. C'est un film de Jia Zhangke, qui avait déjà été à Cannes, qu'on connaît, qui avait fait un certain nombre de films qui avaient plu. Et c'est toujours le même type de film, hein, sur la Chine en même temps. Donc on est à Datong, une fille qui s'appelle Kiao, qui est une fille de mineur, qui vit avec un jeune de la pègre qui s'appelle Bin. Voilà, c'est ça, il s'appelle Bin, c'est un jeune de la pègre. Alors, c'est un mafieux, mais on n'est pas dans la mafia, c'est-à-dire on nous montre pas ce qu'il fait, etc., etc. On est dans un tripot, les gens jouent aux cartes, etc. On voit que c'est un mafieux. Il est avec cette femme-là. Plus tard, il se fait casser la figure sérieusement. Donc elle avait son arme à lui, alors qu'elle n'aime pas ça, il voulait la faire tirer, etc. Donc tire en l'air, mais en Chine, on ne rigole pas, elle a 5 ans de prison pour port d'armes illégal. Elle a fait ça apparemment pour lui, parce qu'elle lui a sauvé la vie, il était en train de se faire matraquer, on l'avait sorti de la voiture. Donc elle est en prison, pendant ce temps-là, lui, il a eu 1 an de prison, il sort avant, il la laisse un peu tomber, il est avec une fille qui est plus jeune, la fille d'un de ses copains, qui est une jolie fille, celle-là n'étant pas laide non plus, loin de là. Surprise, un peu plus jeune, etc. Et voilà, lui, il est là, il la laisse tomber, on les voit qui se retrouvent un petit peu, et puis il lui fait comprendre que bon, il ne l'aime plus. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'une dizaine d'années après, il a un AVC parce qu'il est tombé dans la boisson, parce qu'il a perdu son statut de pègre, de chef de la pègre, même si c'est un petit chef local. On le voit qui revient, et tous les autres ont pris du grade, ont monté leur propre réseau, etc. Lui n'est plus rien, donc il boit, il devient alcoolique. C'est l'assommoir, en somme. L'assommoir, il a un AVC et il devient paralytique. Et à ce moment-là, il vient se réfugier chez Kiev, qui avait repris un petit peu le tripot. On peut supposer qu'elle reprend la bande et qu'elle a fait la suite. Et il revient la voir. Et là, il est un peu une épave et elle s'occupe de lui. Mais c'est très ambigu parce que elle lui dit qu'elle le méprise, etc. Mais elle continue. On ne sait jamais si c'est par pitié, si c'est par amour. Je pense que c'est un grand film d'amour qui se termine mal. Parce qu'à un moment, à la fin, il s'en va. Il se rend compte que de toute façon, il n'est plus rien. Donc il veut peut-être pas être un poids et il s'en va et ça s'arrête comme ça, c'est assez curieux. Alors ce qu'il y a de très intéressant dans le film, d'abord c'est un petit peu long et un peu long. C'est évidemment chinois, c'est le côté chinois, c'est-à-dire ça dure 2h15. Les plans sont assez longs, mais c'est très intéressant parce qu'on se promène en Chine, on fait 7500 km, on part du nord-ouest au sud, au sud-ouest, bon, on se balade en Chine. Et est-ce que justement le rendu, parce qu'on se balade géographiquement, mais on se balade aussi dans l'histoire, oui. Même dans une histoire qui peut sembler vieille pour une Chine qui a beaucoup changé en 20 ans, absolument. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la Chine il y a 15 ans ou 20 ans quand on regarde ce film? Oui et non, oui, parce que quand on nous montre les paysages qui n'ont pas changé, on voit ces paysages qui sont magnifiques. En même temps, ça fait presque documentaire parce qu'à un moment, il traverse les 3 gorges. Donc on voit et on explique un petit peu que tout ça, ça va être sous 50 mètres d'eau, etc. C'est avant ce grand barrage des 3 gorges. Et il montre aussi cette Chine nouvelle, affreuse, avec cette verticalité, comme moi j'ai vu quand je suis allé, c'est les immeubles les uns à côté des autres, c'est le bétonnage. C'est donc Manhattan, en même temps, chinoise. on voit ce modernisme qui peut être très laid, parce que si c'est beau, ce sont des imitations un petit peu, puis sur les tours, c'est Shanghai, c'est autre chose. Là, on est dans les campagnes. Et en même temps, on voit des paysages merveilleux, les photos sont belles, l'histoire est intéressante. J'avoue que c'est un film qui m'a plu, même si effectivement, c'est lent, c'est long. J'aime beaucoup l'actrice. Son nom, je n'arrive pas à le retenir, donc je ne le dirai pas. L'actrice, c'est elle qui a le rôle le plus intéressant. Et elle est très bien dans ce rôle-là, avec cette ambiguïté de ses rapports avec cet homme. Je pense qu'elle l'aime quand même. Mais qui montre aussi justement cet amour un peu éternel des femmes, même avec des hommes qui peuvent les abandonner, revenir, etc. Et puis cette force de caractère, cette capacité à prendre les risques, à compenser, à reprendre le flambeau pendant que lui s'en va et qui est un peu un nul, en fait. En tout cas, il abandonne un peu, etc. Elle reprend et finalement c'est elle qui porte un peu la culotte. Il était chef de gang, mais en fait on voit pas ce qu'il faisait. Mais il était terriblement respecté.
Oui. Tout le monde était à ses pieds, etc. Alors on ne sait pas si c'est par la brutalité, par sa finesse, etc. On ne le dit pas. Le caractère principal, c'est la femme. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, moi, j'ai vu 2 films historiques très récemment, c'est-à-dire La Favorite et Mary Stuart, qui est derrière moi. J'en dirai quelques mots si vous voulez, parce que je sais que vous ne les avez pas encore vus. Non. Mais qui sont des films à voir. Qui se passent à peu près dans un mouchoir de poche, puisque en gros, Mary Stuart, c'est évidemment l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire de Mary Stuart, donc reine d'Écosse, qui va être un vrai tournant dans l'histoire de l'Écosse, puisqu'évidemment, elle va être zigouillée, enfin emprisonnée, puis zigouillée. Avant, elle avait épousé François II, je crois. Après, qui est mort, et c'est pour ça qu'elle est partie. Absolument. Voilà. Je vais y venir. Pardon. Et le deuxième film, donc La Favorite, on passe à la reine Anne, donc d'Angleterre cette fois, puisque le fils de Mary Stuart, le fameux, je crois, Jacques VI, va devenir roi non seulement d'Écosse, mais aussi d'Angleterre. Ouais. Et donc, la reine Anne sera la dernière Stuart à régner sur l'Angleterre. Et les deux sont des films éminemment bien joués et qui tiennent, à mon avis, au rôle féminin qui sont mis en avant, qui, à mon avis, méritent amplement le détour. Et c'est probablement les seules vraies bonnes choses qu'il y a dans ces films, qui se ressemblent un petit peu. Mais si je peux te poser une question, oui. J'ai lu, et ça je ne l'ai pas vu encore, qu'il y avait beaucoup de liberté sur la vérité historique. Alors, comme on ne connaît pas par cœur, c'est ça qui est gênant. Il y a beaucoup de liberté sur la vérité historique, évidemment. Juste en 2 mots, donc l'histoire de Mary Stuart. Donc, on voit la reine jeune, belle. Hein, elle est sur l'affiche. C'est celle qui est immédiatement à côté de moi ici sur l'affiche. Elle est belle. Elle avait épousé François II, donc roi éphémère français. François II meurt. C'est donc son frère qui devient roi. Elle n'a pas eu d'enfant avec lui et sous la régence de Catherine de Médicis, qui évidemment est plutôt favorable au départ de la belle écossaise qui commence à embêter un petit peu tout le monde. Donc, exit l'écossaise qui retrouve l'Écosse, qui retrouve le royaume dont elle est l'héritière, puisqu'elle est la dernière héritière du dernier roi, qui est donc Jacques V, Stuart, et elle va essayer de mener une politique en tant que chef d'État, une politique qui s'articule sur à la fois la paix religieuse dans l'État écossais, puisque en fait, quand elle est catholique, bien entendu, quand elle est partie, l'État était catholique et entre-temps, il est devenu en grande majorité protestant, donc elle va être en but à la fois à toute une série de personnes de la cour qui avaient l'habitude d'avoir le pouvoir et qui ne veulent pas qu'une femme décide pour eux, toute une série d'opposants politiques, notamment du côté du protestantisme, et puis un certain nombre de barons qui s'érigent contre elle. Vous ajoutez à ça une deuxième couche de difficulté, qui est que l'Angleterre, à l'époque, est dirigée par la reine Élisabeth, dite Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII, souveraine qui refuse de se marier et qui a le pouvoir. Sauf que l'héritière, la personne la plus proche du trône en héritage, quand Élisabeth sera morte, c'est précisément Mary Stuart. Donc, elle en a Donc peur. Évidemment, il y a à la fois la rivalité traditionnelle entre l'Écosse et l'Angleterre avant que les deux royaumes ne soient fusionnés, ce qui sera fait à la génération suivante. Il y a l'affrontement entre protestants et catholiques, et il y a l'affrontement entre ces deux femmes, avec une différence de génération, entre Élisabeth qui cherche à assurer la prééminence de l'Angleterre, et Marie qui lui dit de toute façon, moi je suis l'héritier légitime, voire même la reine légitime, si on se replace dans un contexte plus ancien. Et donc, la rivalité entre les deux femmes va être absolument spectaculaire. Et à mon avis, c'est ce qui sauve le film. Il y a beaucoup de libertés qui sont prises avec l'histoire. On voit la difficulté du mariage de Mary Stuart, qui va finalement choisir un de ses cousins, qui est anglais, etc., qui va se révéler homosexuel, dont on ne sait pas tellement d'ailleurs si c'est la vérité. On voit des choses qui sont assez peu cohérentes. On voit surtout un film qui, comme La Favorite, d'ailleurs c'est vraiment un point commun, est une publicité Benetton. C'est-à-dire que on prolonge cette dynamique où les gens sont un peu toutes les couleurs, et à la limite, un noir africain peut très bien jouer le premier conseiller de la reine d'Angleterre, et un Italien qui est secrétaire particulier de la reine Mary Stuart, donc elle a rencontré manifestement en France, qui vient donc d'Italie, mais qui dans le film joue de la musique et couche à peu près avec tout ce qui se passe, dont le mari de la reine, mais elle reste très copine avec lui. Lui est asiatique. Ça, on ne sait pas non plus tellement pourquoi, mais c'est comme ça.
Et il y a le même genre de choses dans La Favorite. Là où le film, et puis alors avec toutes les libertés de ton qui sont prises, où le mari va être assassiné. Mais est-ce que les dialogues, parce que moi ce que je n'aime pas trop dans ces films historiques, est-ce que les dialogues essayent de correspondre à l'époque, ou alors ce sont des dialogues tout à fait modernes, genre... C'est des dialogues qui sont évidemment modernes. Il y a juste un point positif quand même dans Mary Stuart, c'est que elle est avec une de ses servantes qui est manifestement française et qui parle français. De temps en temps, elle parle français avec elle. On sent cette influence française. En revanche, ce qui est extrêmement... On voit des paysages écossais magnifiques, évidemment. Ce qui est extrêmement bien rendu dans le film, c'est l'affrontement des deux souveraines. D'ailleurs, ça se voit très très bien sur l'affiche qui est derrière moi. On voit qu'elles se tournent le dos, en même temps elles se ressemblent. Et ça se traduit d'une part par la grandeur de Mary Stuart, dont on connaît évidemment la fin tragique dès le début du film. Elle est belle, elle est triomphante, elle affronte les difficultés, même si, en définitive, dans le film, on voit simplement des difficultés religieuses, politiques, on voit pas tellement le quotidien. Mais elle était un petit peu trop naïve face à une Élisabeth très manœuvrière et plus intelligente. Et surtout, plus politicienne. Pour moi, le rôle d'Élisabeth est absolument spectaculaire parce que, en fait, et au sens du rôle pour une actrice, parce qu'on voit l'actrice littéralement vieillir et marquer. Par le rôle, et ça c'est très beau. C'est très beau parce qu'au départ c'est la jeune femme qu'on voit là, en tout cas la femme disons d'une trentaine d'années, qui peut encore se marier, et puis elle va attraper la petite vérole, ce qui est une réalité historique, et elle va commencer à avoir des boutons et des plaques partout sur le visage. Elle va guérir de la petite vérole en gardant ses traces typiques, bien entendu, de la vérole, et puis elle va devenir cette femme totalement maquillée de blanc, avec des cheveux artificiels, etc. Donc cette femme qui incarne à la fois une très grande dureté, une très grande froideur, en même temps une forme de majesté, et puis un renoncement extraordinaire. Elle a renoncé à être mère, elle a renoncé à être femme pour son pays. Et on voit l'opposition qui existe entre ces femmes. Est-ce qu'on sait pour ça, j'avoue que est-ce qu'on sait si c'était pour son pays, ou elle avait vraiment des problèmes vis-à-vis des hommes Je pense que c'est vraiment... Enfin, je ne suis pas professionnel de la chose, mais je pense que les raisons politiques sont très importantes, puisque en réalité, les alternatives sont assez peu nombreuses. C'est-à-dire qu'en plus de ça, elle aurait été obligée d'épouser un souverain étranger ou un frère ou fils de souverains étrangers, ce qui limite à peu près la donne quand la plupart sont en réalité catholiques, avec le risque de faire passer l'Angleterre dans une maison souveraine étrangère et donc de susciter une guerre européenne. Et peut-être de partager un peu le pouvoir. Et de partager le pouvoir. Mais imaginez qu'elle épouse le fils du roi d'Espagne, elle est en guerre avec la France. Imaginez qu'elle épouse le frère du roi de France, elle est en guerre avec l'Espagne. Bon. Toujours. Et puis, si vous épousez une personne qui est... Ce que fera d'ailleurs Mary Stuart, on voit qu'elle épouse un garçon qui est anglais, etc. Et il y a une famille royale bis qui se crée dans le pays, avec ses propres réseaux à la fois de dépendance, qui suscitent des clans, qui suscitent des menaces, qui suscitent des révoltes. Tous les clans en Écosse. Absolument, à l'époque où la féodalité est encore un peu d'actualité. Et donc, vous créez une famille royale bis, c'est-à-dire une famille qui a du pouvoir, qui l'exerce, qui peut potentiellement en avoir plus que vous, avec en plus le risque d'avoir un homme qui décide de prendre le pouvoir sur vous. Et donc, en fait, la situation d'une femme chef d'État, à l'époque, est excessivement complexe. Et c'est d'autant plus admirable, cette période-là, que vous avez donc deux souveraines qui sont toutes les deux chefs d'État de fait, en Angleterre et en Écosse, qui sont deux nations voisines, l'une étant en plus l'héritière de l'autre. Ce qui est à peu près du jamais vu dans l'histoire occidentale, puisque Mary Stuart, c'est à la fois reine d'Écosse, catholique d'un pays protestant et héritière de la reine d'Angleterre d'un pays protestant anglican. Ça veut dire qu'elle se positionne comme héritière d'un trône dont elle est censée être le chef religieux, mais d'une religion qu'elle rejette. C'est quand même politiquement extrêmement intéressant. Et pour ça, le film vaut le coup. On ignore les dialogues et on ignore évidemment le côté publicité Benetton, qui est assez grotesque. Et est-ce que... qui a mis en scène? C'est un Anglais? C'est un film anglais. J'ai oublié son nom. Non, c'est pas grave, mais c'est un film anglais. C'est un film anglais. Est-ce qu'il y avait eu des films sur ce même sujet? Parce que c'est un sujet extraordinaire. Il y a déjà eu des choses qui n'ont pas marqué, je crois. Non, pas tellement. Et en plus de ça, celui-ci a le mérite d'aborder en parallèle, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps avec Mary Stuart et on passe aussi beaucoup de temps avec Élisabeth, sans que l'une soit la méchante et l'autre
la gentille, même si, bon, dans l'histoire... et en même temps, il faut se souvenir que dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, Marie Stuart a très longtemps été vue comme la méchante, la conspiratrice, etc. Et Élisabeth comme la reine dure, mais d'une certaine manière juste, même si l'histoire est assez méchante généralement avec les femmes. Et ici, les deux prennent de la saveur et les deux se font comprendre, ce qui est quand même un petit peu intéressant. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'histoire, on peut retrouver les fondamentaux des épisodes. Alors en fait, ça commence au moment où Marie Stuart revient en Écosse, et ça se termine au moment où elle meurt. Moi, la seule chose que je reproche un petit peu à ce film, en dehors de ce que j'ai déjà dit, c'est que, en fait, elle est arrêtée, elle va passer une dizaine d'années en captivité en Angleterre, et ça, c'est un moment qui est totalement passé sous silence. En revanche, il y a un moment très beau, c'est la rencontre des deux reines. Alors, si on met de côté le fait que la femme de chambre de l'une est asiatique et que le ministre de l'autre est africain, et qu'en fait, on est dans une publicité Benetton, si on met de côté ça, il y a ce dialogue entre les deux reines qui se rencontrent pour la première fois, et c'est très beau. Et je suppose que les costumes, tout ça, c'est parfait. Les costumes sont somptueux et on voit cette reine Élisabeth qui s'est fait belle, et qui s'est fait belle parce qu'elle veut être plus belle que la reine d'Écosse dont elle sait la beauté. Elle a ses cheveux, elle a son maquillage et petit à petit, tout ça va tomber. Les masques, en fait, littéralement, vont tomber. Toutes les deux vont prendre conscience à la fois de la force et de la fragilité de l'autre. Et c'est vraiment un très beau C'est amusant parce que entre les deux femmes, en même temps, rivalité de beauté, comme tu le dis, et puis souvenons-nous du camp du drap d'or entre François Ier et Henri VIII, exactement la force physique, puisqu'ils se sont défiés à la lutte. Exactement on retombe pas sur les schémas, sur la réalité. Sur la réalité. Et c'est pour ça vraiment un très bon film et vraiment un très bon jeu d'actrice. Donc on y va absolument sans hésiter, même si on met de côté ce sujet-là. Pour La Favorite, moi je suis un peu plus dubitatif parce que, alors c'est un film qui donc raconte les dernières années de vie de la reine Anne, qui est une femme qui a beaucoup de malheurs dans sa vie, puisqu'en fait son mari est mort, elle a eu 17 enfants dont aucun n'a atteint l'âge adulte, ils sont tous morts soit en couche, soit quelques années après la naissance. Elle est un peu impotente, elle est profondément malheureuse, elle ne règne pas vraiment, et là encore une histoire de femme, elle est sous la coupe de sa favorite, en tout cas de sa principale conseillère, qui est une demoiselle Churchill, qui sera la femme du premier duc de Marlborough, c'est-à-dire le fameux vainqueur ensuite qui s'en va en guerre. Des guerres, qui s'en va en guerre et à qui elle offrira d'ailleurs Blenheim Palace. Alors dans le film, on comprend de façon évidente qu'elle a une relation homosexuelle avec cette femme, ce qui n'est pas absolument prouvé par l'histoire. Et en fait, le film nous présente, mais c'est possible, mais à la limite, c'est même pas tellement le sujet. En fait, c'est un renversement d'alliance, c'est-à-dire que va arriver une jeune courtisane qui est une cousine éloignée de la future duchesse de Marlborough, et qui va assez rapidement balayer sa tante dans le cœur de la reine et dans l'effectivité des pouvoirs. Alors dans le film, on nous la présente comme la jeune beauté blonde, ingénue, qui arrive, presque une domestique. Bon, en réalité, c'est une cousine, certes, pauvre, mais elle n'est pas domestique, enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Et donc ce renversement d'alliance qui se fait par une séduction progressive fonctionne assez bien. On a envie d'y être. Le film traduit très très bien l'époque, ses décors, son côté burlesque, toutes les trahisons et tout ce qui peut se produire dans une cour qui vit en vase clos et où la réputation et le désir du souverain ont plus d'importance que la réalité des choses. Donc vraiment, je t'encourage, j'irai les voir, à y aller. Et je sais que tu as un autre bon film à nous conseiller, qui est celui de Shane Carruth. Oui et non. Alors, je vais te dire, je voudrais en parler un petit peu. Je pense que je vais le réserver pour la semaine prochaine parce que je ne sais pas si on n'est pas un petit peu déjà dans les temps, un petit peu dépassé. Parce que je voulais citer deux choses. Alors, il y a Sang froid aussi que je passe, qui est de Hans-Peter Molland avec Liam Neeson. Alors, Liam Neeson, il a fait des tas de films comme ça, classiques. On prend sa fille en otage. Ensuite, je ne sais plus ce que c'est, etc. Mais enfin, donc sa fille, sa femme. Il le fait bien. Il se bagarre, etc., etc. Là, on retombe sur la même chose. Alors, on commence parce qu'il s'occupe de chasse-neige, voilà. Alors, c'est tourné au Canada, ça c'est joli parce qu'on voit la neige, il est sur son chasse-neige. Le début est ennuyeux au possible, j'allais dire autre chose. On le voit qu'il fait un petit discours pour remercier les gens, etc. Ça n'a aucun intérêt. On sent déjà qu'il y a le remplissage juste avant le générique, quoi. Et puis, effectivement, son fils est tué. Bon. Cette fois, c'est le fils. Problème de drogue, on le retrouve dans la neige, etc. On montre qu'il a été kidnappé parce qu'avec un copain, il avait gardé de la drogue. Enfin bref, donc il se venge.
Et alors à ce moment-là, c'est les uns après les autres, un grand coup de poing dans la figure, il éclate les dents, il éclate tout, et puis ensuite une balle dans la tête. Mais c'est fait d'une façon... Mais bête, c'est manichéen, c'est ridicule. Et pour tout dire, j'avoue, je suis parti avant la fin. Eh ben, je pense que tu as bien fait parce que moi je ne suis pas parti avant la fin et j'ai regretté. Alors bon, mais il faut oublier ce film. Complètement. Alors c'est dommage parce que j'aime bien cet acteur, mais là il commence à déraper. Bon, il a besoin de gagner de l'argent peut-être pour ses vieux jours, je le comprends, mais n'allez pas lui donner votre argent. Par contre, ce que je voudrais, c'est juste moi terminer, enfin je ne sais pas si on termine, sur deux choses qu'il faut aller voir, je pense, Les Amants du Capricorne d'Hitchcock qui est en train de se rejouer au Quartier Latin, pour ceux qui sont Paris ou région parisienne, avec Ingrid Bergman et Joseph Cotten. Tout à fait. C'est l'histoire classique que fait Hitchcock sur la dégradation amoureuse, c'est-à-dire une femme qui couche avec son palefrenier, etc., qui a des problèmes et puis qui devient ivrogne. Et c'est exactement ce qu'on voit dans c'est le même thème que dans Les Enchaînés ou Procès Paradise aussi. Donc ça, c'est un bon film à aller voir. Et puis l'autre qui pour moi... À revoir plutôt. À revoir, pardon. À revoir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais pour peut-être des plus jeunes qui n'ont pas connu. Oui, allez voir. Et puis alors pour moi, un film qui est vraiment extraordinaire, c'est Mort à Venise de Visconti. Avec Dirk Bogarde et Silvana Mangano. Dirk Bogarde qui pour moi était un acteur extraordinaire. C'est un Allemand vieux, plutôt pas un vieil Allemand, qui est là à Venise. Il s'ennuie un petit peu, il est vieux. Il voit tout d'un coup un jeune très beau et il le suit sans arrêt. C'est une famille polonaise qui est là en vacances. Il faut dire, il a une tête d'ange et il doit avoir 15-16 ans. Et donc c'est une magnifique vue sur Venise, et puis c'est une réflexion, c'est tiré évidemment du grand livre de Thomas Mann, bien entendu. Et c'est la création artistique, et en même temps c'est la jeunesse, peut-être un soupçon d'homosexualité, mais enfin on passe, ça n'est pas évident là-dedans, c'est très subtil, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement prenant, quand on voit Dirk Bogarde qui meurt d'une attaque cardiaque en tendant la main, et on voit l'autre qui tend la main vers le soleil, enfin il y a des scènes qui sont d'une grande beauté, c'est très poétique, c'est magnifique, c'est la jeunesse d'un côté, la vieillesse et la mort de l'autre. Et ça c'est un chef-d'œuvre du cinéma qu'on peut même acheter en DVD si on le trouve. Ah oui, tout parce à que fait. Ça, c'est un film vraiment à voir, revoir en famille, donner à ses petits-enfants, etc. De toute façon, dans Visconti, c'est toujours extraordinaire. Ah oui. Même s'il y a parfois un biais politique, mais enfin, c'est comme ça. Donc, en résumé... Ah, mais il n'y a pas tous les jours des cinéastes qui sont nobles et qui sont communistes. Ah, absolument. Mais au long de sa vie, a quand même changé d'idée. Il a changé d'idée, c'était quand même un homme intelligent qui a fait des films extraordinaires. Certains sont extraordinaires, d'autres sont très bons, mais il n'y en a aucun de mauvais. Donc, moyennant quoi, on peut acheter l'intégralité, les yeux fermés de Visconti et les regarder. On est sûr d'en avoir pour son argent. On évite d'aller voir des films nuls au cinéma grâce à nous. Grâce à vous. On espère. Et avec l'argent économisé, on achète des bons DVD. Et Cheyenne Caron, donc son film, j'en parlerai la semaine prochaine, qui s'appelle Corps Sauvage. Qui s'appelle Corps Sauvage, absolument, et qu'on vous encourage peut-être à aller voir pour partager ou pas nos perspectives. Il y a du bon et du moins bon. Ou comme souvent d'ailleurs avec Cheyenne, qu'on aime beaucoup malgré tout. Donc on va voir ce film sino, Les Éternels. Attention, c'est long et lent. Long et lent, comme souvent le cinéma. Mais intéressant. Les Éternels. On va voir, à mon avis, sans faute, Mary Stuart pour l'histoire, plus que pour la réalité historique de chacune de ces scènes. On va voir la favorite pour la qualité du jeu d'actrice, là encore stupéfiant. On ne va pas voir sans froid. On ne va évidemment pas voir sans froid. Et on essaie d'aller voir. Et si on peut, qu'on est parisien, mais sinon on achète, évidemment Mort à Venise de Visconti et Les Amants du Capricorne. Les Amants du Capricorne, très psychologique. De Hitchcock, qui... Faut-il le dire. On est dans les grands là aussi. Voilà, on est dans les grands, les éternels, les intemporels. Après tous ces personnages féminins, c'est bien d'avoir 2 réalisateurs ou 2 cinéastes hommes pour faire une parité dans le plateau du jour. Voilà. Merci Frédéric, à moins qu'une dernière pépite. Non, à la semaine prochaine. Une dernière pépite, alors à la semaine prochaine, chers amis, et amusez-vous bien au cinéma d'ici là. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Éric Froment. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. Pour un livre très important, Jules Ferry, Cet inconnu, publié chez L'Harmattan. Jules Ferry est cette figure emblématique du 19e siècle qui en a été un acteur extrêmement efficace,
acteur des métamorphoses de notre belle aujourd'hui, avec principalement son combat contre l'Église. Alors, il y avait eu un pamphlet, petit pamphlet extrêmement bien écrit par François Brignot. Et votre livre arrive, je dirais, à point nommé parce que c'est un livre plus mesuré, plus factuel, mais j'ai envie de dire tout aussi radical, parce que vous faites un portrait du personnel de cette Troisième République qui, j'ai pas l'impression que ce personnel s'en relèvera. Vous me direz, ils sont déjà allongés sous la tombe, mais leur réputation en prend un coup quand même. Ce n'était pas le but, parce que j'ai voulu... ce livre est original parce que jusque-là, les biographies de Jules Ferry ont toujours été des hagiographies. Ce qui en dit long quand même. Et en plus, elles ne respectaient pas la chronologie. J'ai trouvé que c'était dommage quand même pour une biographie de ne pas respecter la chronologie. Et je dirais que jusque-là, puisque le livre est paru le 16 novembre aux éditions L'Harmattan, jusque-là, détracteurs et admirateurs de Jules Ferry, ils trouvent leur compte. Donc c'est que le livre est objectif, il est factuel, et je crois que c'est justement parce qu'il est strictement factuel qu'il mérite d'être lu. Alors, plantons le décor. Qui est Jules Ferry, sa famille, quelles études fait-il, quel mariage fait-il? Alors c'est une très bonne question parce que si j'ai choisi Jules Ferry, en fait, c'est que je voulais montrer à nos contemporains tout ce qu'a été le 19e siècle. Il y a une évolution politique et sociale tout au long de ce siècle qui est extrêmement importante. Jules Ferry naît dans une famille dont traditionnellement, si j'ose dire, le père est profondément athée, le grand-père, l'oncle, et ça c'est la branche paternelle, mais la branche maternelle est profondément catholique, très pieuse. Et c'était considéré comme le bon choix à l'époque. Alors qu'à la fin de ce siècle, et nous le voyons notamment en 1875, lorsque Jules Ferry épouse Eugénie Rissler, qui appartient à une famille protestante, mais qui visiblement a pris ses distances avec la religion, au point d'ailleurs que elle refuse d'aller, que le mariage ait lieu soit à l'église, soit au temple, parce qu'elle a épousé les opinions de sa grand-mère qui sont strictement athées. Je parle de sa grand-mère parce que sa mère est morte très tôt. On est dans un milieu très voltairien. On est dans un milieu profondément affairiste, je pense qu'il faut le dire, et qui considère que les concepts de la religion sont finalement un empêchement aux affaires. On voit d'ailleurs un autre... La famille, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais oui, la famille de... Soyons réalistes. La famille d'Eugénie Rissler, qui va devenir Madame Ferry, est une famille qui a fait fortune dans la banque et dans l'industrie chimique. Et il y a une autre famille protestante, alsacienne, qui est celle d'Angèle Dollfuss, qui néanmoins s'associe à Jean Massé pour créer la Ligue de l'enseignement. Et donc là, on voit aussi une alliance... Ligue de l'enseignement qui est une série de batteries orientées contre l'enseignement catholique. Et donc, on voit bien que ce qui motive Angèle Dollfuss, c'est la formation aux frais de l'État de tout un personnel dont il a besoin pour développer ses affaires, et que cette jeunesse soit formée ou pas à la religion, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'elle soit formée aux frais de l'État. Et qu'elle soit formée dans l'ordre. Parce qu'en plus de ça, ils en ont peur de leurs ouvriers. Alors, il faut dire que c'est un temps... c'est un temps extrêmement remuant. Ce 19e siècle, la Troisième République naît dans la guerre et la panique et l'émeute, et elle va mourir en 1940, dans la panique et dans la guerre. Dans la défaite aussi. Dans la défaite aussi, oui. Oui. Mais la première période de la Troisième République, celle qui nous intéresse avec Jules Ferry, s'inscrit parfaitement dans le 19e siècle, avec, souvenez-vous, la révolte des Canuts en 1831-1834. Oui. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, les ouvriers sont payés moitié moins que sous le Premier Empire. Oui. Et donc, nous avons là la description de ce 19e siècle qui est encore pire, presque
en Angleterre, où on a importé des denrées agricoles des colonies pour pousser les paysans à venir en ville et à constituer ce prolétariat qui va tant servir au développement industriel. Et du coup, ils ont très peur de ces ouvriers. Et ça, c'est une constante aussi. On voit très bien cette bourgeoisie d'affaires n'avoir qu'une envie, c'est de... Girardin le dit d'ailleurs. Oui. La plaie de notre société, les ouvriers. Il faut quand même pas mollir pour dire ça. Les barbares ne sont pas en Tartarie, mais ils sont dans les banlieues des villes industrielles. Oui, c'est... Absolument. Et un mépris pour le petit peuple... qui marche dans la boue, c'est hallucinant. Si vous me permettez de faire un parallèle avec aujourd'hui. Bien évidemment. Henry Ford disait que le ratio du revenu entre le président et le salaire moyen ne devait pas dépasser 14. Aux États-Unis, nous sommes à 354 et Manpower tient le pompon avec 2483. Vous rendez-vous compte ? 2483, ça veut dire que les dirigeants gagnent 2483 fois plus que le salaire moyen du groupe Manpower. Alors, je crois que là... C'est un monde harmonieux, c'est un monde plein de tendresse, qu'est-ce que vous voulez ? C'est surtout un monde fraternel. Alors, moi, j'insiste, c'est un monde fraternel. Justement, j'ai envie de rappeler quand même quelque chose qui n'apparaît pas dans les discussions auxquelles nous assistons en regardant une quelconque chaîne de télévision. Sauf la nôtre. Sauf la vôtre, bien sûr. C'est que, si vous voulez, il y a quand même un extrême centre dont on ne parle jamais. On parle de l'extrême gauche, on parle de l'extrême droite, on ne parle jamais de l'extrême centre. Mais quand hier mate la révolte des Canuts de 1834 avec 1000 morts et 10 000 déportés, quand il provoque la Commune et la mate avec entre 20 000 et 30 000 morts, sans compter les déportés, on se demande, on voit bien que le centre n'est pas toujours modéré. Et quand je cite là les excès de Manpower et d'autres grands groupes, on voit bien qu'on est dans la même logique, si vous voulez, c'est-à-dire une logique du tout pour moi, rien pour les autres. Hein, et du toujours plus. Et du toujours plus, bien sûr, ce que dénonçait le libéralisme. François Clauset il y a déjà longtemps. L'ultralibéralisme. Alors justement, autre frein, donc les freins à l'activité industrielle, c'est donc le peuple, ces ouvriers qui réclament un peu plus d'argent. Rappelons qu'ils étaient protégés sous l'Ancien Régime et que la loi Le Chapelier a tout changé. 1791. 1791, la loi, on a supprimé les corporations et on a retiré à toutes ces corporations le pouvoir de se défendre, de s'unir, de travailler ensemble et de se défendre. Mais donc le peuple, c'est des ordres. Et puis autre grand pouvoir de l'Ancien Régime et jusqu'à cette Troisième République, c'est l'Église. Et ça, c'est insupportable pour tous ces gens-là. Alors c'est pas seulement l'Église, c'est toute religion, puisque... Oui, enfin, il n'y en a qu'une à l'époque. Oui, la religion catholique est religion d'État. Oui. Mais je voudrais mentionner, si vous voulez, pour bien comprendre les fondements de la pensée de Jules Ferry et de ses amis. Il y a eu la création de la Ligue nationale contre l'athéisme. Et il y avait dans cette ligue des catholiques, des protestants, des israélites, et des spiritualistes comme Jules Simon, qui a proclamé la République avec Jules Ferry, mais qui était beaucoup plus modéré que lui et qui surtout était attaché à une puissance transcendantale. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement une action contre le catholicisme, c'est une action contre toute puissance transcendantale qui s'oppose à la vision athéiste et matérialiste des milieux d'affaires. C'est ça, oui. C'est comme ça qu'il faut les voir, parce que je crois que c'est comme ça que les choses effectivement se passent. Alors, vous êtes extrêmement précis. Il y a d'ailleurs dans ce livre une dernière partie avec des dossiers. Et vous avez un dossier sur les lois scolaires de Jules Ferry, la progression de l'instruction jusqu'à la fin de la Troisième République. Tout ça est extrêmement précis. Et là, nous assistons tout de même à une volonté de libérer la France de la religion, des prêtres et du pape considéré comme un homme étranger. Vous nous évoquez un personnage qui a été très important, c'est Auguste Comte et sa religion de l'humanité. Oui, je crois que Jules Ferry fait partie
Pardon, Jules Ferry fait partie de ces gens qui ont appartenu au courant positiviste. Et d'ailleurs, quand il est initié en 1875, il est initié avec Émile Littré, qui représente le gardien du temple positiviste, et avec Viborov. Et dans son discours, non pas d'initiation, mais d'anniversaire de l'initiation, il dit, en fait, la franc-maçonnerie était positiviste sans le savoir. Et donc, on voit bien que c'est le courant positiviste qui, plus que tout, a formé Jules Ferry et a constitué le squelette de sa réflexion. D'ailleurs, en 1870, lorsqu'il prononce le fameux discours de la salle Molière, où en fait il déroule son programme de modification, de réforme de l'enseignement, c'est en 70, donc nous sommes 5 ans avant son initiation, ça n'a pas de rapport. Il est fondamentalement inscrit dans la logique d'Auguste Comte. Et c'est Auguste Comte qui a été le secrétaire de Saint-Simon, qui s'inscrit donc dans ce courant saint-simonien de l'État industriel, c'est-à-dire d'un État qui veut revoir le fonctionnement de l'État simplement comme une administration au service du développement de l'industrie. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de considération autre que le développement économique. Et alors, vous avez aimé une citation que j'ai mise sur la page de garde, mais je voudrais en faire une autre de Platon. C'est « La perversion de la cité commence par la fraude des mots ». Et souvent, nous entendons parler aujourd'hui d'économie, et ce n'est pas d'économie qu'il faut comprendre que l'on parle, c'est des affaires. Des affaires, absolument. Oui, parce que vous êtes aussi, il faut le dire, vous êtes un ancien dirigeant d'entreprise et vous êtes un économiste. Donc, merci de faire la différence entre les affaires et l'économie. Elle est très grande. Elle est très grande. Elle est très grande. Et il fallait que cette distinction fût faite. Alors, nous arrivons à cette démonstration de la grande fraternité qui a régné à cette époque en France, avec ce vol à main armée de tous les lieux scolaires, de toutes les abbayes, de toutes les hospices à l'église. Et ça, j'avoue que c'est fait systématiquement, proprement, avec l'armée. Les expulsions des congrégations, on tire les vieux moines par leur surplis, parce qu'ils n'ont plus de cheveux, ils sont trop vieux, il y en a un qui meurt, c'est un moine de la Trappe. On retire bien évidemment les crucifix des salles d'école, et vous nous donnez quelques chiffres qui sont étonnants. Vous dites que 70% des établissements religieux scolaires, donc grands établissements, ont été pris, qui sont maintenant des lycées publics, ont été pris à l'Église. Oui, c'est quand même 70% des crédits du ministère, qui s'appelait à l'époque le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, oui, ont été utilisés pour transformer les écoles religieuses en écoles publiques, essentiellement d'ailleurs des écoles primaires, parce que c'était surtout sur l'enfance que Jules Ferry a porté sa priorité. Oui. Et il y a un autre chiffre que je donne dans mon livre, qui est que en 1877, c'est-à-dire avant que Jules Ferry soit ministre en 79, eh bien, 90% des écoles existaient pour celles que l'on comptera en 1897, c'est-à-dire bien après la dernière loi de Jules Ferry. Donc on voit que la transformation, l'action de Jules Ferry n'a pas consisté à développer l'école, parce que globalement, sous cela a été fait beaucoup sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Non, il s'est installé dans le nid des autres. Oui, son objectif n'était pas de développer l'enseignement, c'était de faire de l'enseignement, parce que là, justement, il y a aussi... laïque. Alors, justement, j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité Platon, la perversion de la cité commence par la faute des mots. Avant Jules Ferry, on parle beaucoup d'instruction. Mais à partir de Jules Ferry, on commence à mélanger instruction et éducation. Et ça n'est pas la même chose, évidemment. C'est-à-dire que là, il s'agit plus de donner une vision orientée, si vous voulez, c'est-à-dire
ça sera le remplacement du clergé catholique par le clergé de l'athéisme. Par les hussards de la République. Les hussards de la République, dira Peggy plus tard. Magnifiquement. C'est-à-dire qu'il magnifie ces hussards de la République. Et il a raison. Des hommes dévoués qui font un très beau travail. Mais avec le recul, nous nous rendons compte que ces hussards de la République, ils sont nés dans un pays encore catholique. Donc quand ils font la morale laïque, civique, les leçons d'instruction civique et morale, c'est encore une morale catholique. Absolument. Et puis, petit à petit, comme on a déchristianisé sciemment toutes les villes de France, tous les villages de France, et qu'on a éliminé tous les guides qui empêchaient ce bon peuple de France de tomber dans toutes les horreurs possibles et imaginables, en tout cas qui mettaient des garde-fous, eh bien, maintenant, on a des cours de propagande pure et dure. 1, il faut aimer la République. 2, il faut adorer la République. 3, en dehors de la République, à point de salut. On en est là. C'est marrant. C'était évidemment le but de l'opération, puisque je pense que cette position idéologique, j'ai tendance même à présenter l'athéisme comme une religion, parce qu'elle est gérée comme ça, même si ce n'en est pas une. Absolument, oui. Elle est gérée comme ça, mais encore une fois, cet athéisme sert les milieux d'affaires. C'est la théorie de Ricardo qui, au début du 19e siècle, voulait ramener l'homme à une machine économique à produire et à consommer. Ça n'est rien d'autre que ça. Donc, il y a une logique qui part de Saint-Simon en France, qui se transmet par Auguste Comte, qui est allé plus loin que lui, et même si elle est reprise ensuite par Littré, qui ira un petit peu plus loin aussi, mais avec une certaine modération par rapport à Auguste Comte. Et en fait, c'est Jules Ferry qui fera le travail, puisque d'ailleurs, à un moment, Gambetta se confie à Juliette Adam et il dit « c'est Jules Ferry qui fera cette grande œuvre parce que c'est pas le bon vieux Littré qui pourra la faire. Oui. » Littré a 31 ans de plus que Jules Ferry. Vous nous montrez très bien que Jules Ferry est très calme, très organisé, et il plante les structures. Et il sait qu'avec ces structures, le mal progressera. Les structures feront leur temps. Mais le mal pour nous. Cet asservissement, cette réduction de l'homme à une machine économique, c'est quand même étonnant. Alors, ils veulent libérer, soi-disant, le pauvre Français de l'influence de l'Église, mais pour en faire un esclave économique. C'est quand même fantastique. Votre livre est plein comme ça de révélation des contradictions de ce beau monde. J'avoue que c'est assez... Alors, on le sait, mais vous nous le démontrez ligne après ligne, et ça, c'est une grande force. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des réactions. Ils ont fait, Monsieur Steg et 3 autres ont fait un manuel scolaire qui n'a pas plu au Vatican. Il y a eu des réactions. Le pape dit il ne faut pas utiliser ce manuel. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Et il se passe que Jules Ferry s'appuie à la fois sur le fait qu'il dispose du pouvoir et sur le concordat, parce que, en fait, à partir de la Restauration, si vous voulez, légalement, on n'a rien changé. Et donc, Jules Ferry a beau jeu de dire, moi, j'applique le concordat, point final. Et comme en plus, il faut bien le dire, la droite catholique, qui est très marquée par le côté orléaniste, ne se bat pas vraiment, et que le pape Léon XIII lâche ceux qui veulent se battre, puisqu'il blâme même Monseigneur Frépel, lorsque Monseigneur Frépel bénit les candidats d'une droite qui était pourtant orléaniste, en l'occurrence, et ce qui fait d'ailleurs que les candidats orléanistes au renouvellement du Sénat sont battus, De Broglie, Fourtou et les autres. Il y a mais les conséquences sont très graves. On retire le traitement de certains évêques, on interdit à certains prêtres qui voulaient lire ce texte en chair. Enfin, la réaction est surdimensionnée pour un petit livre. Sans le moindre respect pour ce qu'en pensent les Français, mais... puisque les Français étaient très attachés à la religion catholique, surtout plus encore dans les campagnes que dans les villes. Ouais. Mais ils jouent sur les structures, ils jouent sur le droit. Et comme il y a aussi un soutien de Léon XIII dans la politique de colonisation,
parce que c'est une façon d'amener à Jésus un certain nombre d'âmes. D'évangéliser le monde. Absolument. Eh bien, finalement... Aller et enseigner les nations. C'est au point d'ailleurs que lorsque Jules Ferry se présente à l'élection présidentielle de 1887, il est énormément critiqué par Clémenceau et toute l'extrême gauche qui menace de couvrir Paris de barricades s'il était élu. Et en fait, il est qualifié de candidat du Vatican, ce qui est quand même... vous ne vous attendiez pas à ça? Non. Et bien pourtant, il est qualifié de candidat du Vatican par l'extrême gauche de Clémenceau, qui ne rate pas une occasion de tirer sur Jules Ferry, d'ailleurs, il faut le rappeler. Au sens propre et au sens figuré, puisqu'il va être flingué. Il va être flingué à bout portant. Il mettra dans la salle des colonnes de l'Assemblée nationale, qui était la Chambre des députés à l'époque. Peu importe, c'est toujours le Palais Bourbon. J'aurais une pensée pour lui maintenant, chaque fois que je passerai devant la Chambre des... Je ne dirais pas de quoi. Pour en terminer avec l'enseignement, j'aime beaucoup l'égalité qui anime tous ces gens-là qui disent que peu de matières suffisent à l'éducation des femmes. Il faut les éduquer, mais point trop. Je sens que vous avez lu l'annexe sur les lois scolaires de Jules Ferry, et notamment c'est quand même très très drôle. Sur la loi de Camissé. Faut pas les sciences, c'est pas la peine. Bon, les arts, c'est tout. La philosophie, elle ne pourrait pas. Non, d'ailleurs, elles n'ont pas le droit de vote. Hein. Elles n'ont pas le droit de vote. On parle du suffrage universel, mais elles n'ont jamais le droit de vote. Et pourquoi n'ont-elles pas le droit de vote ? Parce qu'elles sont profondément catholiques, beaucoup plus que les hommes, et que tant qu'elles restent catholiques, il n'est pas question de leur donner le droit de vote. Non, bien sûr, parce que c'est l'égalité pour tous, mais quand même, il y en a qui sont moins égaux que d'autres. C'est que tout ça est très, très réjouissant. Alors, vous parlez de colonisation. Les Noirs font quand même partie de cette catégorie qui n'a pas le droit d'exister, parce que quand il sort sa phrase célèbre en 1885, « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. » Cette phrase sur laquelle tout le monde glose, alors des gens réagissent. « Vous osez dire cela au pays des droits de l'homme ?» Et Ferry de répondre « La déclaration des droits de l'homme n'a pas été écrite pour les Noirs d'Afrique équatoriale. » Absolument. J'aime beaucoup cette géométrie variable de la République. Ils ne sont pas doués en mathématiques, alors, en tout cas en géométrie. Oui, mais à l'époque, si vous voulez, ça ne choquait personne. Il faut quand même le rappeler aussi. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, Camille Pelletan, député radical, qui sera ministre peu de temps, mais qui sera ministre quand même dans le gouvernement d'Émile Combes beaucoup plus tard, à partir de 1900, et qui a été choisi par le Parti radical pour s'opposer à la politique de colonisation de Jules Ferry, lui dit « Mais enfin, monsieur le ministre, si vous faites ça, vous allez constituer une population totalement différente et la France sera envahie et vous allez dénaturer la France. » Alors, là, on croirait entendre Renaud Camus et son grand emplacement, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez comme les choses changent aussi. Je crois qu'à l'époque, si vous voulez, d'une part, la phrase de Jules Ferry n'a choqué personne. Je crois aussi que la gauche était extrêmement patriote et identitaire. Elle a évolué et sombré dans le national-socialisme après, mais enfin, il faut rappeler que Hitler... Oui, vous montrez très bien l'instrumentalisation du patriotisme. Absolument. Et donc, si vous voulez, il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ces débats qui ont lieu à la Chambre des députés, nous n'étions pas à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire la moindre petite phrase fait le buzz sur les réseaux sociaux et sur les grandes chaînes de télévision en continu. Personne ne sait ce qui a vraiment été dit, et même si les journaux rapportent ce qui est dit à la Chambre des députés, et donc l'essentiel, si vous voulez, c'est de gagner le combat rhétorique. Et on n'est pas à ça près, si vous voulez. Hein. En 92, par exemple, Rarinard, qui est un député proche de Jules Ferry et qui est juif, s'oppose au gouvernement dont ne fait plus partie Jules Ferry, il a perdu le pouvoir en 85, s'oppose au gouvernement parce que ce gouvernement a interdit une représentation de Victorien Sardou qui critique la terreur.
Et les députés radicaux, c'est-à-dire les députés radicaux, lui disent, mais enfin, sans Robespierre, vous ne seriez pas français. Vous voyez, on n'est pas du tout dans ce qu'on imagine. On n'est pas du tout dans ce qu'on imagine. Oui, oui. À propos des assemblées parlementaires, ils sont d'une hypocrisie fabuleuse. Je ne sais plus qui dit « les assemblées parlementaires sont femelles ». C'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry. Seul le pouvoir est mâle. C'est ça. C'est quand même fabuleux. Ça. Donc, sous-entendu, les assemblées parlementaires, on en fait ce qu'on veut. On les manœuvre. On les manœuvre. On les manipule. Alors, ceci étant... C'est quand même une révélation sur ce que c'est que le régime parlementaire. Moi, j'adore. On n'a même pas besoin de le dire, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. disent. Les assemblées parlementaires sont femelles. Puis alors, avec tout le mépris de ces gens pour la femme, parce que on comprend que certaines femmes soient très féministes, un peu trop féministes à mon goût aujourd'hui, mais on les comprend. Après le 19e siècle, il y avait quand même quoi de devenir dingue. Le Clémenceau, qui ne s'occupe pas de sa femme, qui épouse une Américaine, qui s'en occupe pas, parce qu'il est quand même très occupé par sa politique, au bout de 5 ans, elle lui donne 3 enfants. Cette femme le trompe avec le précepteur de leurs enfants. La femme est immédiatement renvoyée, divorcée et interdite de visite de ses enfants. Alors, elle est d'abord jetée en prison. Elle est jetée en prison. À prison Saint-Lazare. Jetée en prison. Bon. Pendant qu'elle est en prison, c'est-à-dire pendant qu'elle ne peut pas se défendre, Clémenceau obtient le divorce évidemment à ses torts, oui, oui. Alors que les historiens compteront 800 maîtresses à Clémenceau. Voilà, 800 maîtresses, excusez du peu. Et quant à notre Ferry, avant d'épouser cette brave Eugénie, il dira qu'il mène une vie animale. Et tarifé. Et tarifé, bien évidemment. Oui, parce que c'est quand même pas un bel... Et quand il rompt avec celle qu'on a appelée la blonde de la rue Saint-Georges, avant disons-le, d'avoir une relation avec Blandine Olivier, oui. Bon, il demande à son frère d'aller la dédommager, parce que lui, il ne va pas, il ne lui dit pas « je romps », il demande à son frère de lui dire « c'est délicieux, cette relation. pour votre silence », en gros. C'est délicieux, cette relation entre les deux frères. Oui, oui. C'est une famille très, très étonnante. Enfin, donc il y avait de quoi devenir déchaîné au XXe siècle. Ça, le XIXe siècle a été un siècle terrible pour la classe ouvrière, mais il a été aussi une parenthèse pour la femme. Ouais. Parce qu'avant, c'était une période d'asservissement assez généralisée, on va dire. Oui, c'est vrai, mais... Alors, on va terminer sur votre site. Vous avez créé un site, Jules Ferry, cet inconnu. Une page Facebook. Une page Facebook, oui. Et vous montrez un certain nombre de rapprochements que l'on peut faire entre ce temps du 19e et notre époque aujourd'hui. Ce qui est normal, puisque nous sommes en pleine période de cet impérialisme économique qui tue tout le monde, en tout cas les plus frais, les plus pauvres. Économique ou financier. Économique ou financier. Parce que rappelez-nous l'histoire, parmi l'un des scandales étonnants, l'histoire de la Banque de l'Union Générale. Oui, il y a 3 scandales à l'époque, dans les années 70-80. Il y a le scandale des décorations qui a fait tomber Jules Grévy, qui était ministre, qui était premier... C'était son gendre, président de la République. Pourtant très fortuné, qui vendait... Absolument, archi fortuné. On n'en a jamais assez. Oui. Bon, il y a eu le scandale de Panama, qui là est resté un peu plus dans l'histoire parce qu'il a touché quand même des petits épargnants. Et puis il y a le scandale, en effet, de l'Union Générale. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'affaire tunisienne, puisque lorsque Jules Ferry prend possession de la Tunisie, en étant poussé à cela d'ailleurs par l'Allemagne et l'Angleterre, bon, il y a tout de même un certain nombre d'actions qui sont menées par ses amis, y compris d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est-à-dire Chalmel-Lacour, dont Maupassant se servira dans Bel-Ami, puisqu'il fait dire à Madame Walter, à son amant, rendez-vous compte, ils ont même roulé les Rothschild. Bon. Alors dans l'affaire de l'Union Générale, c'est Rothschild qui roule les banquiers de l'Union Générale. Voilà, alors c'est très intéressant parce que on casse toujours beaucoup de sucre sur les banquiers, moi la première, mais là c'était des banquiers honnêtes, cette Union Générale. Racontez-nous.
Alors, l'Union S'il vous Générale plaît. est créée par Paul Bontou, qui est un homme qui a fait une bonne partie de sa carrière dans la banque Rothschild et qui a bien connu l'Europe centrale et qui a découvert tous les bienfaits de ce que beaucoup plus tard on a appelé le capitalisme rénant, c'est-à-dire un capitalisme de lien, de partenariat réel entre la banque et les entreprises Et d'entraide. qui l'accompagnent. Non, oui, absolument. Les C'est-à-dire banques étant l'instrument pour aider les entreprises, et Voilà. non pas le contraire. Et l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a des profits, la banque en prend, mais Oui. quand l'entreprise est en difficulté, elle aide l'entreprise à passer le cap. Et il se trouve que il y a eu un conflit justement d'options, de grandes options politiques, parce que derrière l'économie, il y a souvent des options politiques. L'option Rothschild n'était pas du tout une option de capitalisme rénant, c'était une option strictement financière, comme on en voit aujourd'hui avec Goldman Sachs ou Voilà, la plupart des banques. Comme hein, on, il faut on l'a vu, malheureusement le- comme on l'a vu en Amérique, bien. Voilà. Et donc, Rothschild manipule les cours, c'est ce que Émile Zola, dans L'Argent, démontra complètement, en plaçant évidemment l'histoire sous le Second Empire. Mais personne n'est dupe à la sortie du livre. Tout le monde se précipite sur le livre pour voir comment s'est passé ce qu'on appelle l'agiotage, c'est-à-dire la manipulation des cours. Et là, effectivement, le krach de l'Union Générale restera dans l'histoire, à la fois pour les manipulations qui ont Financières. conduit à sa faillite, mais aussi parce que ça va développer la crise économique qui va elle-même entraîner les grandes grèves d'Anzin et de Decazeville, où le pouvoir n'hésitera pas à tirer d'ailleurs, Bien sûr. à faire tirer l'armée sur les grévistes. Donc c'est quelque chose qui va aggraver une situation économique et sociale difficile, très difficile même, et qui aura donc longtemps des conséquences et qui va renforcer un antisémitisme de gauche, parce que l'antisémitisme a commencé à gauche en France, avec l'idée que le banquier est forcément quelqu'un qui est cupide et que souvent il est juif, donc il a tort. Ce qui est étonnant, c'est qu'on fait beaucoup lire aux enfants l'argent, mais je n'ai jamais vu dans les textes critiques ou introducteurs à ce livre d'informations sur le krach de l'Union Générale. Jamais. Non, parce que les critiques sont d'inspiration marxiste essentiellement. Donc, Voilà. En tout cas, chers amis de TV Liberté, ce livre est extrêmement instructif. Vous y trouverez des informations que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est un portrait du 19e siècle qui, comme tous les parents, enfanta ce 20e siècle et notre 21e siècle. Et on comprend pourquoi les gilets jaunes sont dans la rue. je crois que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Éric Froment. Et rendez-vous Merci, sur le Bratier. site Facebook Jules Ferry, c'est inconnu. Merci beaucoup. Aux éditions de l'Harmattan. Merci. À bientôt, chers amis de TV Liberté.